Alors depuis 4-5 ans qu'on étudie ces mécanismes-là, évidemment, parce qu'au début, on n'y croit pas, hein, c'est normal. Forcément, on se dit, mais attends, mais tu me prends pour un fou. Attends, si t'es banquier, hop, tu rajoutes des chiffres et pif pouf, et t'achètes ce que tu veux. Non, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais donc, le premier réflexe, c'est de chercher des preuves. C'est de dire, mais c'est pas possible. Je suis fou. Je veux qu'on m'explique, qu'on me prouve que c'est vrai. Et donc avec le temps, depuis 4-5 ans, on a trouvé plusieurs documents. Il y a un document qui est très précis, c'est un petit livret qui est édité par la Banque de France, qui s'appelle La monnaie et nous, où très clairement, je crois, je ne sais plus le numéro de la page, mais où très clairement, la Banque de France déclare dans ce petit livret, qui est un livret vraiment d'information, le crédit est une forme de création monétaire qui permet, par exemple, à un entrepreneur, quand un entrepreneur a besoin d'argent pour assurer son besoin en fonds de roulement, il s'adresse à une banque et la banque lui attribue un crédit. La banque a créé de la monnaie. Il y a sur la Banque nationale de Suisse aussi, il y a un article qui explique un peu le processus. Et puis alors il y a surtout depuis plusieurs mois un bulletin officiel de la Bank of England, de la vieille dame de la finance internationale, la Banque centrale d'Angleterre, qui a édité vraiment un bulletin très précis qui explique très bien comment ça fonctionne et comment les deux dogmes principaux de l'économie, qui sont encore enseignés dans pas mal de manuels, sont des légendes, sont faux, et comment ce n'est pas l'État, ce n'est pas la Banque centrale qui crée la monnaie que nous avons sur nos comptes, mais ce sont les banques commerciales à partir du crédit, et donc ce ne sont pas les dépôts qui permettent de faire des crédits, mais ce sont les crédits qui, une fois dépensés, deviennent des dépôts parce qu'ils reviennent sur des comptes bancaires. Et puis le deuxième dogme que la Banque centrale d'Angleterre démonte, c'est au niveau du pourcentage de réserve aussi. Parce que pour que les banques, il y a une légende aussi qui dit, pour que les banques puissent émettre du crédit, il faut qu'elles aient un petit peu de réserve de la Banque centrale. Réserve fractionnelle, c'est ça ? Alors attention, concentrez-vous bien, il y a deux niveaux de monnaie. Et il y a deux niveaux d'agents économiques. Il y a les banques et il y a les agents non bancaires. Les banques, c'est le secteur bancaire. Les agents non bancaires, c'est tout le reste de l'économie. Les citoyens, les particuliers, les ménages, les entreprises, les collectivités locales, les États, les associations, tout le reste. Il y a notre ami Gaël Giraud qui explique très bien ça. Un économiste justement qui a très bien étudié la monnaie. Donc entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, c'est de la monnaie bancaire qui circule, de la monnaie qui est créée par l'étage des banques commerciales, sous forme de crédit. Et au-dessus, il y a de la monnaie centrale, qui circule seulement entre les banques. Parce que les banques, quand elles font pour nous des échanges en dessous, elles se payent en monnaie centrale les échanges que nous on a fait en dessous, mais elles se payent que les différences. Elles ne se payent pas dans un sens et puis dans l'autre. Elles ne se payent que la différence. C'est très peu, c'est peanuts, parce que comme elles ont toutes des parts de marché équivalentes, en fait. Voilà, ça s'équilibre. Mais il leur faut quand même un petit peu de monnaie centrale pour assurer leur compensation interbancaire. Bien le bonjour mes chères petites bactéries. Alors, dans les deux précédents épisodes de cette série de vidéos sur la création monétaire, nous avons vu qu'il existait trois sortes de monnaies différentes. Nous avons vu leur rôle respectif dans le système de circulation de la monnaie qui nous permet d'échanger tous les jours des biens et des services. Nous avons vu que sur ces trois monnaies, il y en avait deux qui étaient ce que l'on appelle de la vraie monnaie, c'est-à-dire de la monnaie centrale, et la troisième de la fausse monnaie, c'est-à-dire de la monnaie dette, de la monnaie secondaire scripturale. Ce sont tout simplement les unités de compte qu'il y a sur nos comptes en banque. Nous avons vu ce qui se passait lorsque un paiement était réalisé avec cette monnaie-là, c'est-à-dire par l'intermédiaire de virements, de cartes de crédit ou de chèques, entre deux acteurs économiques appartenant à une même banque. Puis nous avons vu aussi, et c'est là le plus important, ce qui se passait lorsque un échange de cette nature s'opérait entre deux acteurs économiques d'une banque différente. Nous avons bien compris maintenant, je crois, que cette monnaie n'est rien d'autre qu'une dette que la banque a envers nous, et que cette dette appartient
apparaît donc au passif du bilan des dites banques. Nous avons vu notamment comment les banques se payaient entre elles, notamment lorsqu'un règlement dans cette monnaie-là était réalisé. Encore une fois, si c'est la première vidéo que vous regardez de cette série, je vous conseille très sérieusement de voir les 2 premiers épisodes. Je vous conseille les versions courtes de ces épisodes, les versions longues n'apportant pas forcément beaucoup plus d'informations. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour avoir accès directement aux 2 épisodes susmentionnés. Bien, si dans le dernier épisode nous avons vu comment les banques commerciales se payaient entre elles avec de la monnaie centrale via des transferts de monnaie centrale scripturale, la monnaie verte que l'on voit en haut. Aujourd'hui, nous allons parler de compensation, parce que je vous avais laissé sur cette conclusion, à chaque fois qu'un paiement en carte bleue est fait d'un acteur économique à un autre, Monsieur Tabouret envers Monsieur Patate, lorsqu'un transfert de monnaie secondaire scripturale est réalisé, un transfert de monnaie centrale scripturale ne se fait pas exactement au même moment. Ce serait beaucoup trop compliqué et de ce fait, les banques ont décidé de mettre en place ce que l'on appelle le système de compensation. Reprenons, si vous voulez bien, l'exemple de nos 2 banques de tout à l'heure, la banque Route et la banque Halle. Quotidiennement, ces banques échangent une quantité absolument astronomique de monnaie, puisque je vous rappelle que le fait même d'utiliser votre carte bleue pour acheter une baguette de pain, si tant est que le boulanger a son compte dans une banque différente de la vôtre, ça donne lieu à une transaction, à un échange de monnaie secondaire scripturale qui est censé être compensé, c'est-à-dire qui est censé donner lieu à un échange de monnaie centrale scripturale. Il y a des milliards de transactions qui se font tous les jours entre les banques. Chacune d'elles ne donne pas lieu à un transfert de monnaie centrale scripturale. On fait une somme de toutes ces transactions en fin de journée et on ne transfère de la monnaie que s'il y a un déséquilibre. On compense les déséquilibres. Ceux chargés de faire ces petites additions-soustractions s'appellent des chambres de compensation. Une très connue est Clearstream. Voyons ce qui se passe. Des transactions ont lieu tous les jours avec des échanges plus ou moins conséquents de monnaie. En fin de journée, on fait la somme de ce que les banques se doivent. Par exemple ici, la banque Halle doit à la banque Route 3 550 €. Ces données sont collectées automatiquement par les chambres de compensation qui font la différence, qui calculent la différence entre ce que les banques se doivent entre elles. Par exemple ici, 3625 moins 3555 égale 75 €. Cela signifie que la banque Route ne doit que 75 € à la banque Halle. C'est ça que l'on appelle la compensation. L'idéal étant bien sûr que toutes les sommes en fin de journée s'annulent, c'est-à-dire que les banques ne se doivent rien entre elles. Et petite remarque en passant, ce subtil équilibre, ce difficile équilibre ne peut exister que si les banques respectent quelques règles tacites qu'elles ont entre elles. Par exemple, que l'activité d'une banque soit proportionnelle à la part de marché qu'elle occupe dans le système bancaire général. C'est par exemple une banque à 20% de la part de marché, à 20% des clients bancaires, et que son activité en termes de crédit, en termes de transactions ne dépasse pas les 20% en question. Voilà pour ce qui est de la compensation. Merci d'avoir suivi ce tout petit épisode, ce petit épisode qui est la conclusion de la grande introduction qui s'est fait en 3 épisodes. En fait, je vous annonce que à partir de maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons enfin aborder la question qui est mais qui crée la monnaie? Vous aurez la chance de rentrer dans ce monde absolument merveilleux de la création monétaire dans l'épisode numéro 4, épisode qui ne saurait tarder. Je vous conseille de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour ne pas rater la suite des épisodes que je concocte pour vous. J'ai l'air un petit peu taquin comme ça, mais vraiment, là, on aborde la question qui fâche, le sujet qui tue, qui est le plus important. Vous allez rentrer dans un monde absolument différent et je vous assure que vous allez changer, que votre vision du monde et du monde qui vous entoure va totalement être bouleversée par ce qui va se passer dans l'épisode 4, 5, 6, peut-être 7, 8, je n'en sais rien, j'improvise au fur et à mesure. Bon courage et à la prochaine.